Mesdames et messieurs, en vos titres et qualités respectifs, bonjour et bienvenue à cette conférence intitulée Héritage et innovation organisée par le Salon international de l'agriculture. Alors pour cette édition, une conviction en filigrane, celle que l'agriculture française, familiale et engagée doit s'appuyer sur des solutions innovantes pour transmettre son patrimoine et continuer de rayonner. À travers les interventions de nos intervenants, tous des passionnés, nous allons explorer des thématiques variées. Comment le numérique peut par exemple façonner l'agriculture de demain tout en préservant et valorisant notre héritage. Comment garantir la sécurité alimentaire pour tous dans un monde en pleine mutation. Mais aussi d'autres questions, par exemple, transformer une ferme en laboratoire des énergies renouvelables, est-ce une réalité ou une utopie? Ou encore, est-ce que quand le consommateur devient acteur du changement, est-ce une solution gagnant-gagnant pour l'agriculteur, le producteur et le consommateur? Dans quelques minutes, vous allez donc découvrir des témoignages inspirants de visionnaires, de chercheurs, d'acteurs économiques, offrant un panorama véritablement inspirant pour que héritage puisse rimer avec innovation et vice-versa. Vous allez le voir, il s'agit de Seul en scène de 15 minutes environ avec un sujet spécifique. Je vous précise également que si le temps le permet, à l'issue des interventions, nous essaierons d'avoir un temps de questions-réponses avec le public. Si vous êtes donc désormais confortablement installés, j'ai le plaisir d'accueillir ma première invitée qui est donc Valérie Leroy, la directrice du Salon international de l'agriculture. Merci. Bonjour à tous d'être là. Les années se suivent et se ressemblent pas, puisque l'année dernière, lors de notre conférence TEDx, cette salle était remplie. Là, c'est moins le cas, mais c'est pas grave. On va la mener quand même. Et surtout, les éléments qui vont être discutés et qui sont des éléments de réflexion tout à fait importants pour le salon de l'agriculture, qui apportent beaucoup de fonds, vont être captés. Moi, je pense qu'on vous l'a dit en vidéo et utilisés. Encore une fois, merci d'être là. Le but du Salon de l'agriculture, c'est une de ses valeurs fondamentales, c'est la pédagogie. Donc, c'est d'expliquer ce qu'est l'agriculture, à quoi elle sert, que sont les métiers des agriculteurs, comment elle peut évoluer, etc., en direction du grand public essentiellement, mais pas que, puisqu'il y a une grande partie qui est aussi professionnelle. Mais c'est aussi ce qu'on essaye de montrer depuis plusieurs années, une plateforme de réflexion, en essayant autant que faire se peut d'accueillir toutes les différentes facettes de l'agriculture et toutes les thématiques. Et vous faites partie, et cette conférence Héritage et Innovation fait partie de notre objectif d'avoir une capacité à proposer des idées, des solutions, une sorte de mini, avec beaucoup de guillemets, une sorte de mini think tank qui pourrait donner des pistes et des idées. Donc on vous a évidemment chacun des intervenants qui va suivre, nous les suivons sur les réseaux sociaux avec attention à la télé, à la radio, etc. Donc on connaît un peu votre activité. Mais ce qui nous semblait intéressant là, c'est de vous réunir dans votre diversité sous ce thème d'héritage et d'innovation, puisque chacun, à votre manière, vous travaillez à la fois dans l'héritage et à la fois dans l'innovation. Donc, c'est ça qui nous intéressait particulièrement, et de pouvoir montrer ça, évidemment, à notre communauté. Donc, merci encore de jouer le jeu, parce que je sais qu'aujourd'hui, il y a énormément de conférences sur le salon et même dans la partie professionnelle aussi à Pro dans le 7 que nous menons aussi. Donc, merci beaucoup d'être là. Merci de jouer ce jeu, et on saura utiliser les contenus sous forme de livres blancs et de vidéos également. Donc, merci à tous. Merci Valérie. Alors, je vais avoir le plaisir de lancer notre première invitée. Comment garantir la sécurité alimentaire pour tous dans un monde en pleine mutation? C'est la question qui guide Akiko Suwa-Eisenman, économiste et chercheuse à l'INRAE et à la Paris School of Economics, spécialiste des liens entre commerce, agriculture et développement. Présidente du panel d'experts de haut niveau des Nations Unies sur la sécurité alimentaire, elle joue un rôle clé dans la définition des politiques internationales visant à éradiquer la faim et à repenser nos systèmes alimentaires.
Alors que près de 800 millions de personnes dans le monde souffrent encore de la faim et que 2,3 milliards vivent en insécurité alimentaire, Akiko s'intéresse aux dynamiques agricoles mondiales, aux politiques commerciales, mais aussi aux impacts de la libéralisation économique sur les pays en développement. Son travail éclaire aussi les enjeux de la transition agricole, en particulier les équilibres entre culture vivrière et culture d'exportation, les normes sanitaires et les stratégies pour préserver la souveraineté alimentaire des pays les plus vulnérables. Comment garantir une alimentation accessible sans détruire l'environnement? Comment éviter que les grandes puissances économiques ne dictent les règles du commerce alimentaire au détriment des pays les plus fragiles? C'est à ces questions que va répondre Akiko, que j'ai le plaisir d'accueillir. Akiko, à vous la parole. Bonjour à tous, merci de m'avoir invité, merci à tous d'être là. Donc je suis Akiko Suwa Eisenman, je suis une japonaise économiste vivant en France. Donc j'ai vécu la mondialisation en arrivant en Europe à 4 ans, je l'ai vécu à hauteur d'enfant. Dans mon pays, au Japon, le petit déjeuner traditionnel, c'est du riz, du poisson grillé dès le matin, de la soupe miso, des racines cuites, des natto, donc c'est des espèces de graines de soja fermentées, un peu visqueux, avec une odeur un peu bizarre. C'est un véritable délice. En arrivant en Suisse, je suis passée directement au chocolat et au fromage. Et cette expérience, ça m'a donné envie de vouloir comprendre pourquoi une alimentation si riche, si différente entre le Japon et la Suisse, pouvait venir à manquer dans certains pays. Donc, dans mon travail d'économiste, je travaille sur l'impact social de la mondialisation dans les pays en développement et sur les inégalités. Qui perd, qui gagne, quelles sont les politiques pour y remédier? Et c'est à partir de ces travaux que j'ai été sélectionnée pour rejoindre ce groupe d'experts des Nations Unies sur la sécurité alimentaire et la nutrition. Donc ce groupe d'experts, il fait le lien entre science et politique. Et c'est un lien très important, parce que c'est important de transmettre l'information à ceux qui agissent, à vous, dans cette salle, dans les entreprises, dans les gouvernements, vous transmettre ce que les chercheurs ont trouvé à partir d'une analyse méthodique des données et des expériences vécues. Donc notre session, aujourd'hui, a pour thème héritage et innovation. L'héritage, c'est l'alimentation. Ces plats que nous aimons depuis l'enfance, qui transmettent nos cultures, nos valeurs. L'héritage, c'est aussi l'effort extraordinaire des agriculteurs, des viticulteurs, des éleveurs, des pêcheurs, pour nourrir la planète. Et cela marche. Il y a assez d'offres alimentaires pour nourrir tout le monde aujourd'hui. On sait que pour mener une vie saine et pour mener une vie active, régénérer nos forces, il nous faut à peu près environ 2300 kilocalories par jour et par personne. Or, l'offre est là. Attention, il s'agit bien de l'offre disponible pour le consommateur final, c'est-à-dire production, plus importation, moins exportation, moins tous les usages non alimentaires pour les semences, les animaux, le reste de l'industrie. Donc cette offre disponible, si on la traduit en termes de personnes et par jour, elle est de l'ordre de 2900 kilocalories par jour et par personne. 2900, supérieurs aux 2300 qui nous sont nécessaires par jour chacun pour vivre. Mais c'est important de noter qu'on arrive à cette offre en s'aidant quand même du commerce international. Le commerce international est indispensable à venir en complément de la production pour arriver à nourrir la planète. Donc le monde dans son entier dispose d'une offre alimentaire suffisante. Et si on regarde chaque région dans le monde, c'est aussi le cas. L'Europe, bien sûr, mais aussi l'Afrique ou l'Asie.
Donc dans ce cas, me diriez-vous, pourquoi y a-t-il encore de la faim dans le monde et pourquoi parler, surtout ce matin, en 2025, de sécurité alimentaire? Pour ça, il y a deux raisons. La première raison, c'est qu'il y a de l'inégalité entre pays et à l'intérieur des pays. Donc chacun n'a pas accès à la nourriture qui est disponible dans son pays, soit parce qu'elle est trop loin, soit parce qu'elle est trop chère par rapport à ce qu'il gagne, soit parce qu'elle manque certains jours de l'année. Cette inégalité alimentaire est liée à des inégalités dans d'autres dimensions qui souvent se cumulent. Être une femme, habiter dans une région pauvre d'un pays qui est même riche, être handicapé, faire partie d'une minorité discriminée pour son ethnie ou sa religion. Donc tout ça, c'est des choses que nous, HLPE, on a étudiées dans notre rapport de 2023 sur les inégalités. Ce problème de répartition, d'inégalité sociale, explique la persistance de la faim dans le monde. Il y a en ce moment 750 millions de personnes en sous-alimentation, d'après la FAO, l'organisme des Nations Unies en charge de l'agriculture et de l'alimentation, ce qui fait un peu moins d'une personne sur 10. Et si vous voyez, si vous vous rappelez, en 2015, la communauté internationale avait dit « D'ici à 2030, on éradique la faim dans le monde ». Et vous voyez qu'il en est loin. Si vous voyez ces deux courbes dans la figure derrière moi, donc la courbe en noir, elle représente le nombre de personnes, et la courbe en rouge, le taux de sous-alimentation, c'est-à-dire le nombre de personnes qui ont faim sur la population totale. Et vous voyez que ces deux courbes, elles diminuaient entre 2005 et 2018, et puis 2018, elles commencent à augmenter. 2018, avant même le Covid, à cause de la hausse des prix. Et le Covid n'a fait que accélérer les choses. Deuxièmement, l'offre peut être suffisante, certes, mais il y a un problème de composition. Pour mener une vie active, il faut non seulement 2300 kilocalories, mais il faut un peu la caractériser. Il faut non seulement de l'énergie, c'est-à-dire du sucre, mais aussi des nutriments qui sont indispensables à la santé, comme les vitamines, le fer, le calcium, les acides gras oméga 3 que notre corps ne sait pas fabriquer et qui sont indispensables pour le cerveau ou pour la vue. Or, l'offre et la demande alimentaire aujourd'hui sont déséquilibrées et concentrées. Cette concentration se voit à plusieurs niveaux. D'abord en termes de produits. 4 cultures, riz, maïs, blé et soja, fournissent les 2/3 de notre alimentation, soit directement, soit indirectement, via la nourriture sur les animaux. En termes de pays, 7 pays dans le monde fournissent plus de la moitié des exportations nettes agricoles. Dans le secteur privé, les 4 multinationales ABCD exportent entre 70 et 90% des céréales dans le monde. 4 autres entreprises fournissent 70% des pesticides. 4 entreprises fournissent 60% des semences. En France aussi, parmi les 2200 coopératives qui existent en France en 2021, 10 coopératives font 44% du chiffre d'affaires total. Dans le lait, secteur laitier, en 2018, il y avait 54 000 producteurs qui vendaient à 300 industriels et les 3 premiers concentraient 50% des ventes. Cette concentration a 2 conséquences sur l'alimentation. Une alimentation concentrée en énergie, mais pauvre en nutriments, est à l'origine de maladies comme l'obésité, le diabète ou la dénutrition, eux-mêmes responsables de maladies cardiovasculaires et de cancers. Le surpoids et l'obésité progressent partout dans le monde, dans les pays riches, mais aussi dans les pays pauvres. En France, selon l'enquête INCA en 2017, le surpoids touchait 34% des adultes et 17% sont frappés d'obésité.
Selon Santé publique France, le diabète touche 4,2 millions de personnes en France, l'obésité 8,5 millions et la dénutrition entre 2 et 3 millions de personnes, de tout âge, enfants jusqu'aux personnes âgées. Et ça peut se cumuler, on peut être obèse et dénutri si on n'a pas une masse musculaire suffisante. Deuxième conséquence, la concentration crée aussi de la vulnérabilité et de la dépendance. Si un produit clé ou un acteur clé a des problèmes. C'est ce qu'on a vécu à court terme avec le Covid ou avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie. C'est aussi ce qu'on voit à moyen terme si la concentration induit des spécialisations intensives qui jouent un rôle dans la pollution chimique, la baisse de la biodiversité et le changement climatique, qui engendre en retour aussi une baisse de la productivité agricole. Et ces facteurs ont aussi un impact négatif sur la santé, à commencer par celle des agriculteurs. En résumé, le bilan de l'héritage est mixte. L'héritage a réussi à nourrir la planète, mais cette nourriture est inégalement répartie et déséquilibrée en nutriments. En gros, elle peut nous nourrir suffisamment, mais pas tous et pas bien. La solution, c'est d'innover, de réorienter notre alimentation afin qu'elle soit partagée par tous et qu'elle soit meilleure pour la santé. Et pour cela, je vous propose 2 pistes. La première piste, c'est la lutte contre les inégalités. Les causes profondes de l'insécurité alimentaire sont dues à un accès inégal aux ressources. Il faut donc jouer sur ces causes profondes et donc changer le fonctionnement de la société et de la prise de décision politique. Dans nos rapports, le groupe d'experts HLPE-FSN préconise de co-construire la politique alimentaire avec la société civile, les entreprises, les gouvernements, mais pas que le niveau national, les ministères, mais pas que l'agriculture. Ces recommandations, nous les transmettons au Comité de sécurité alimentaire mondiale, qui regroupe les gouvernements présents dans les Nations Unies, les organisations internationales, les entreprises et la société civile. Le Comité de sécurité alimentaire, sur la base de ces rapports, négocie un cadre commun de politique dont chaque gouvernement peut s'inspirer. Le HLPE-FSN préconise d'adopter une nouvelle stratégie alimentaire basée sur le droit à l'alimentation. Et nous plaidons pour élargir la notion de sécurité alimentaire à 6 dimensions. Les dimensions dont on parle souvent et qui sont reconnues par l'ONU, c'est la disponibilité, c'est-à-dire la production, l'accessibilité géographique ou économique, l'utilisation, c'est-à-dire la nutrition, la stabilité, c'est-à-dire même en temps de crise ou de conflit, et nous préconisons d'ajouter 2 dimensions, la durabilité sociale et environnementale, nourrir les gens sans les casser et sans casser la planète, et l'agencéité, c'est-à-dire le droit pour chacun de décider de ce qu'on mange, comment c'est produit, comment c'est distribué. C'est la souveraineté alimentaire, mais au niveau de chacun d'entre nous. C'est la meilleure manière de lutter contre les inégalités. La deuxième piste, c'est rendre notre alimentation meilleure pour la santé. Il faut passer d'une alimentation qui est dense en énergie à une alimentation qui est dense en nutriments. Une alimentation qui est bonne pour notre santé, bonne pour nous, ce qui sera aussi bon pour la planète. Le HLPE-FSN invite ainsi à changer notre manière de penser et d'agir. On met d'abord le droit à l'alimentation et la nutrition tout d'abord au centre, et ensuite on redéfinit le système alimentaire et les politiques qui en découlent. Le maître mot, c'est diversifier. C'est ce que résume bien cette affiche, qu'on voyait tout à l'heure d'ailleurs, du plan nutrition santé. Il faut
pas seulement moins de viande, moins d'alcool, moins de sucre, moins de sel, mais aussi plus de fruits et légumes, plus de légumes secs, plus de noix, plus de faits maison, plus d'activité physique. Quoi qu'il en coûte à certains d'entre nous. Or, l'offre mondiale de légumes, de légumineuses, de légumes secs, de fruits et tout ça est trop faible par rapport au niveau requis pour que chacun ait accès à une alimentation saine. En revanche, l'offre mondiale de féculents, de viande, de sucre, de céréales est trop élevée par rapport à ce qui est requis pour que chacun ait une alimentation saine. Sauf une exception, en Afrique, où il n'y a pas assez d'offres disponibles pour une alimentation saine avec assez de produits animaux et d'huile. Et puis, en outre, pour nous consommateurs, il faut se mettre d'accord sur ce que c'est que cette offre. Si on me met devant moi un sac de lentilles, il faut que je sache comment le cuisiner et surtout, il faut que j'ai le temps de le cuisiner. Ce qui est un peu difficile quand on travaille. Donc, il faut que l'industrie nous aide. Il faut qu'il innove, qu'il nous donne de nouveaux produits plus faciles à cuire et donc qu'il change ses recettes. Donc, ce qu'il faut, c'est ce que dit notre groupe d'experts, c'est qu'il faut travailler sur l'ensemble du système alimentaire. Pas seulement le consommateur ou le producteur, mais tous les gens, tous les acteurs entre deux. Le comportement du consommateur, ça dépend de la chaîne d'approvisionnement, producteur, transformation, circuit de distribution, échange sur les marchés. Ça dépend aussi de l'environnement alimentaire, c'est-à-dire des conditions sociales dans lesquelles le consommateur se procure sa nourriture. Prendre en compte l'ensemble des systèmes alimentaires a un avantage, c'est d'ouvrir la palette des mesures qui sont possibles pour réorienter notre alimentation. Éducation du consommateur, règles sur les repas pris hors du domicile qui sont en expansion, régulation de la publicité, taxe soda, subventions sur les aliments sains, contrôle des pratiques anticoncurrentielles. La transformation de notre alimentation sera plus facile si tout le monde s'y met chacun de son côté, ensemble. Donc pour agir, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut commencer par diversifier. Diversifier les acteurs, les petits à côté des gros. Diversifier notre alimentation, les lentilles, le houmous, d'autres poissons que le saumon, redécouvrir les légumes oubliés, vous savez, ceux que nos grands-pères cultivaient et qu'on mangeait et qu'on n'aimait pas. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est innover en redécouvrant notre héritage oublié. Une alimentation santé, une alimentation découverte et une alimentation plaisir. Je vous remercie. Merci Akiko. Merci beaucoup. Alors, peut-on changer le monde avec une simple brique de lait ? C'est le pari un peu fou que Nicolas Chaban a relevé en créant la marque C'est qui le patron ? Une initiative qui redonne du pouvoir aux consommateurs et assure une rémunération plus juste aux producteurs. Tout commence en fait en 2016, en pleine crise du lait. Dans l'Ain, une cinquantaine de producteurs se retrouvent sans solution pour vendre leur lait après la fin des quotas laitiers. Martial Darbon, un producteur engagé, tente d'alerter les grandes surfaces. Et son message, en fait, il arrive jusqu'au siège de Carrefour, où un directeur touché par la situation décide d'agir. Avec Laurent Pasquier, Nicolas Chaban imagine un modèle plutôt inédit, en fait, une marque responsable co-construite avec les consommateurs. Chacun peut donc décider du prix du lait, des critères de qualité et des engagements envers les agriculteurs. Le succès est immédiat. En 2017, le lait CQLP, donc C'est qui le patron, devient le plus gros succès agroalimentaire des 30 dernières années. Aujourd'hui, plus de 2500 producteurs bénéficient de ce modèle équitable. Mais Nicolas Chaban ne s'arrête pas là.
Il décide de léguer toutes ses actions à une fondation, créant ainsi un nouveau modèle, les entreprises du partage, où chaque achat génère des impacts sociaux et environnementaux, mais aussi économiques durables. Alors comment donner du sens à nos choix de consommation? C'est finalement ce que va aborder aujourd'hui Nicolas. Nicolas, vous avez la parole. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ah ouais, je crois qu'il y a déjà une photo là que je vois. On m'a demandé de mettre une photo de mon enfance. Donc, comme c'est à ce point collectif, c'est qu'il patron, c'est très rare quand on repasse par nous en tant qu'individu. Mais voilà, vous avez la joie de voir la famille il y a quand même quelques années. Il y a à peu près 50 ou 60 kilos à peu près. Donc, c'est qu'il patron, c'est né. Je vais essayer de vous raconter rapidement cette histoire de la brique de lait, voilà, parce qu'il y a de l'espoir derrière. C'est pas juste un succès collectif et quelque chose d'enthousiasmant. C'est que derrière, je vais essayer de vous décrire ce que sans doute on va pouvoir faire, nous les consommateurs, nous les citoyens, après cette aventure. On est en 2016. Il y a ce que vous connaissez en dehors de C'est qui le patron, des grandes marques qui, notamment en vendant du lait, nous permettent pas à nous consommateurs de faire un achat sans qu'on soit rendu complice très involontaire du fait qu'à l'autre bout, il y a un producteur qui s'en sorte pas. On trouve ça très injuste. Je me rappelle qu'à l'époque, on s'occupe toujours des gueules cassées, toujours un petit mot pour les fruits et légumes avec des défauts d'aspect, mais il n'y a pas que les fruits et légumes. Chaque année, pour vous donner une idée, il y a le Stade de France rempli à ras-bord d'une nourriture qu'on pourrait donner ou vendre tellement moins cher. 10 millions de tonnes, c'est, pour vous visualiser, en partant du milieu de la pelouse, on arrivera à 5 mètres du toit, ce qui est absolument inacceptable, surtout en ce moment. Et on parlait à l'époque, il y avait eu un article dans le New York Times sur les gueules cassées, et l'ONU devait présenter, via la FAO, la démarche française, donc, des consommateurs français. On était déjà un groupe de consommateurs. Et il y a une discussion avec un conseiller du ministère, parce qu'on prépare cette petite conférence à l'ONU. Et à la fin de la conversation, quel drôle de moment, le conseiller du ministre me dit, voilà, très bien pour les fruits et légumes, moche le gaspillage alimentaire, mais est-ce que vous n'auriez pas à côté consommateur une idée pour le lait? J'ai dit, quel est pour le problème de la rémunération des producteurs? Il me dit, oui, oui. Alors je lui dis en tant que consommateur, et vous allez voir comment ce point de départ devient à mon avis toute la suite, je lui dis, monsieur le conseiller, est-ce que vous pouvez me dire combien il manque sur un litre de lait pour que le producteur vive? Il n'avait pas cette réponse, et le ministère tout entier n'avait pas la réponse. C'est-à-dire qu'il faut se rendre compte que cette balise n'était pas dans le logiciel de ceux qui essayaient de travailler pour aider les producteurs de lait. Donc c'est vraiment une question de consommateur toute simple. On nous a donné la réponse 8 centimes par litre. 8 centimes. OK. Combien on boit de litres par an et par habitant? Deuxième question. 50 litres. Et là, vous arrivez, je me rappelle au téléphone, je me dis, attends, 50 litres fois 8 centimes, si je me rappelle ce que j'apprenais un peu plus tard, là, ça doit faire 4 euros par an. 4 euros par an. Et là, ça m'est apparu comme une évidence que j'étais sans doute pas le seul à pouvoir ajouter 4 euros par an pour sauver des producteurs à l'autre bout. La question était de savoir combien on allait être susceptible d'être rassemblés autour de cette cause. Donc voilà comment est apparue la brique de lait, parce que les grandes marques n'ont pas voulu le faire. Et puis vous voyez, pas d'agence de communication, on n'avait pas de moyens, on était vraiment des consommateurs comme aujourd'hui, vous l'avez dit tout à l'heure, on est une coopérative de consommateurs. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de dividendes à la fin de l'année, il n'y a pas de fonds, il n'y a pas de banque, il n'y a même pas de business plan. C'est-à-dire que émotionnellement, on s'est dit on veut faire une brique qui permette à des producteurs de gagner leur vie. Un producteur de lait, c'est tous les jours, je répète 3 fois, tous les jours, une traite le matin à 6h30, une traite le soir à 18h30. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Le vendredi, le week-end, qui est quand même un moment de détente pour tout le monde, non. Le samedi, c'est 6h30 et 18h30. Le dimanche, c'est 6h30, 18h30. Quand à 21h, tu as fini la traite du dimanche, tu redémarres le lundi. Voilà ce que c'est la vie de producteurs, de gens qui nous nourrissent et qui ne s'en sortent pas. À l'époque, ceux qu'on a rencontrés, nous, dans la Bresse, ils perdaient 120 euros par jour.
Chaque jour, en tournant le bouton de la machine à traire, disait Martial, on se retrouve avec 120 € de perte à la fin de la journée. 7 jours sur 7 sans vacances. C'est là où on a, nous, consommateurs, estimé que c'était une injustice trop grande, surtout quand elle est accompagnée par nos actes d'achat. C'est-à-dire qu'on est rendu, nous, complices de ça. Voilà comment la brique de lait est arrivée. Puis là, la belle histoire a commencé. Là, on arrive à un stade où je ne peux plus vous expliquer comment, puisqu'il n'y avait pas une stratégie, on n'avait pas une recette. On a très émotionnellement mis cette brique en rayon. Les grands spécialistes nous ont dit, méfiez-vous des grands spécialistes, vous serez à 5 millions de litres de lait par an. 7 millions peut-être, c'est mécanique, vous n'avez pas de commerciaux dans les magasins puisqu'il n'y a pas de force de vente, pas de grande pub à la télé, normalement vous ne vendrez pas de produits. Et voilà comment, en arrivant en rayon, dès la première année, le chiffre tombe, 33 millions de litres de lait. La deuxième année, 66 millions de litres de lait. Ça veut dire que nous, consommateurs, et c'est important cette notion, hein, nous on n'est pas une start-up ayant créé un concept pour essayer de vendre des produits à un peuple lointain qui s'appelle les consommateurs. C'est le marketing, ça. C'est-à-dire, j'ai essayé de faire un produit pour des gens alors qui ne sont pas vraiment comme moi, en essayant de trouver une solution pour qu'ils achètent massivement un produit dont ils ne savent rien et dont ils n'avaient pas forcément besoin d'ailleurs au départ. Donc, nous, consommateurs, on ne voit pas les choses comme ça. On se pose des questions. Voilà, il y a des questionnaires. Vous pouvez les voir actuellement sur C'est qui le patron. Il y a 2 questionnaires. Et vous allez pouvoir répondre à des questions très simples. Vous voyez, cette brique de lait, à l'époque, elle était vendue en rayon 69 centimes. Une brique de lait, hein, pas celle-là. 69 centimes, le producteur ne vit pas. Il y a des OGM dans l'alimentation animale. Les vaches ne voient pas de pâturage. Alors, on s'est posé la question collective. Est-ce qu'on ne rajouterait pas les 8 centimes pour le producteur ? 69 le lait est passé à 77 centimes. Ok, c'est jouable. Les OGM, est-ce qu'on enlèverait les OGM pour 5 centimes On enlève les OGM de l'alimentation animale. Ok, 77, 82 centimes. 1 à 3 mois de pâturage pour que les vaches soient plus heureuses, 2 centimes. 3 à 6 mois, 4 centimes. On a fait des choix tout simples, nous, consommateurs, citoyens. Et voilà comment est arrivée une brique de lait dont on savait déjà l'histoire. On n'avait pas besoin de communication, de pub. On a récupéré l'argent qui serait allé dans les campagnes de pub, on a ramené ça vers les producteurs. Et là, vous l'avez dit récemment, on est allé jusqu'à mettre toutes les actions, il y a 2 structures, une coop et des structures plus traditionnelles, dans une fondation actionnaire. Ça veut dire que cette aventure, mes enfants ont signé, bon, ils n'étaient pas sur la photo là, mais mes enfants ont signé en disant, même nous, on se déshérite de ce qui serait normalement dans le monde d'avant, quelques millions d'euros, propriété de ceux qui ont créé l'aventure. Une aventure comme ça, elle est collective. Notre dessin, il est collectif. Moi, j'arrive pas à voir les choses autrement. L'heure a changé là pour la communication, le marketing. Les marques qui, pendant 40 ans, ont créé un tour de magie étonnant, prendre l'argent de tout le monde et en faire des choses que tous ceux qui amènent via leurs actes, enfin nous on achète via nos actes d'achat des produits dont on ne sait rien. On est en 2025, je vous fais faire l'exercice, mais faites-le. Vous rentrez dans un magasin, il y a 20 000 références. Combien vous garantissent que le producteur gagne sa vie à l'autre bout ? Vous n'avez pas le moyen de le savoir même. C'est pour ça que c'est plus possible. On est rentré dans une ère où c'est milliards d'euros. En France, un petit chiffre, 1600 milliards d'euros, voilà la dépense des ménages chaque année. Ces 1600 milliards d'euros, ils ne peuvent pas servir à détruire de la valeur, détruire des producteurs qui demandent juste à vivre pour continuer de nous nourrir, détruire la planète. C'est l'heure, je finirai là-dessus parce qu'il reste 6 minutes, d'une prise de conscience qui, je l'espère, sera un chemin d'espoir pour tout le monde. Et ce n'est pas le nôtre, hein, celui de l'équipe, c'est qui le patron, c'est celui de tous. Cette brique de lait, elle a prouvé une chose. Le bon sens collectif, la bienveillance, sans grande campagne de pub à la télé, sans commerciaux dans les magasins, elle est devenue la brique de lait la plus vendue de France, hors MDD. La marque, c'est qui le patron ? Il nous a dit Nielsen, est devenue la marque nouvelle la plus vendue depuis 10 ans en France. Ça veut dire, pour le dire autrement, que le monde économique n'a pas créé une marque depuis 10 ans dans l'agroalimentaire qui se vend plus que cette marque de consommateur. Et elle se vend
120 millions de produits par an, pas parce qu'elle est la moins chère, parce qu'elle est solidaire. Donc, cette équation étonnante qui consistait par défaut avec le syndrome, vous savez, du film Usual Suspect. Vous connaissez ce film, il y a Kaiser Soze. On ne sait pas qui bloque, c'est une espèce d'entité comme ça un peu... parce que quand vous demandez pourquoi il n'y a pas plus de produits qui aident les producteurs en rayon, personne ne sait répondre. On a cherché, nous, l'interlocuteur, puisque tant les consommateurs amenant notre argent vers ces grandes marques, les produits et les magasins, on a dit on aimerait voir la personne qui ne veut pas. Elle n'existe pas. C'est une espèce de projection comme ça par défaut où la culture qu'on a tous dit le prix le moins cher est la seule boussole. Et c'est vrai que c'est important, mais pas à n'importe quel prix. Qu'on fasse des économies sur les produits alimentaires, il faut les faire, mais sur des produits qui engagent la vie des producteurs, c'est pas possible. Un producteur, il doit gagner sa vie, il doit nourrir sa famille. Sinon, son fils ne reprendra jamais l'exploitation. On a publié des chiffres, on les a présentés hier au président de la République. 100 000 exploitations de moins en 10 ans en France. On était à 1 500 000 exploitations en 70, il en reste 395 000. Et dans 5 ans, la moitié des producteurs part à la retraite. Qui va nous nourrir? Leurs enfants, qui ont vu des parents sans vacances, sans revenus, bosser dur. Il faut qu'on se réveille. C'est un trésor fabuleux, cette nourriture à nos portes. Il faut qu'on arrête de parier sur le bateau du bout du monde, parce que dans le contexte actuel, c'est quand même compliqué d'imaginer qu'il va pouvoir arriver toujours jusqu'à nous. Voilà. Il faut qu'on se dise que la première des priorités, et là je finirai sur une dimension, je le crois, positive, c'est qu'on peut s'offrir un succès collectif absolument génial, merveilleux. Il n'y en a pas beaucoup en ce moment, en faisant en sorte de protéger des gens qui, près de chez nous, bossent dur pour nous nourrir et remplir nos assiettes. Voilà. Il n'y a pas une priorité plus grande, même s'il y en a beaucoup, évidemment, et d'urgence. Pourquoi ? Parce que si on a du mal à trouver de la nourriture, tous les autres problèmes vont devenir 100 fois plus grands et 100 fois plus compliqués. Donc on va d'abord sécuriser ça. C'est ce qu'on a commencé à faire, nous les consommateurs, de façon très indépendante. Vous pouvez devenir sociétaire demain de la coopérative. Et vous allez goûter au plaisir qu'on partage là en ce moment sur le petit stand du Salon de l'Agriculture. Vous avez des gens qui ont des professions diverses, qui sont bénévoles dans la coopérative, qui disent à un directeur de magasin, ça, c'est une marque qu'on a créée, nous les consommateurs, mettez-la en rayon. Elle aide les producteurs. Je suis allé moi-même vérifier, dit Emmanuel, Thierry, des sociétaires qui ont un autre job durant l'année. Je suis allé un jour, on les voit d'ailleurs là, sur cette photo, je suis allé un jour voir un producteur. Et là, c'est pas Nicolas Chaban ou l'équipe qui m'a tenu la main pour me dire, comme le ferait une marque ou une agence, vous inquiétez pas, le producteur gagne sa vie. Là, Thierry, Emmanuel, tous ceux qui sont là, il y a 15 000 sociétaires en France dans la COP et 16 millions d'acheteurs, pour vous donner une idée. Tout le monde a la capacité, dans une cuisine un matin, dans la visite qu'on fait chez les producteurs, de demander à la maman, le papa du producteur qui est là, souvent, ce sont des familles réunies. Est-ce que c'est vrai ce qui est marqué sur cette brique-là ? Est-ce que vraiment ça change votre vie ? Et là, que vous soyez en face d'un producteur loquace, timide, réservé ou passionné, vous verrez dans ses yeux que sa vie a changé. Comme l'a dit Régis Menguier aussi, qui est producteur près du Mans, le jour où les consommateurs ont rajouté les fameux 8 centimes par litre, ça lui a ramené, alors qu'à nous, ça nous coûtait 4 € par an, ça lui a ramené 72 000 € de chiffre d'affaires. Quand vous multipliez le litrage de son lait par ces centimes, lui, ça a bouleversé sa vie. Son témoignage est tellement plus fort, je vais rester très sobre. Allez les écouter sur Internet. C'est le moment le plus important, c'est quand vous entendez un producteur vous dire je vivais pas, quoi, je dormais pas. Je bossais tous les jours, je m'en sortais pas. Le couple, le salaire, c'est ma femme qui le ramenait. Ou mon mari, quand les couples sont inversés. Un petit coucou aux productrices, on n'en parle pas assez. Il y en a beaucoup en France et on a d'ailleurs rajouté, vous voyez, sur la brique de lait,
que la productrice était également soutenue. Donc voilà, c'est très humain ce qu'on a fait, c'est très simple. Et surtout, ça donne de l'espoir. Si à un moment donné, on décide, nous citoyens, avec quelque chose d'essentiel qui s'appelle l'argent qu'on a dans la poche, de mettre cet argent à des endroits en nous organisant, on peut absolument tout changer. Personne ne croyait dans cette aventure. 120 millions de produits maintenant vendus chaque année. Personne n'imaginait que les producteurs pourraient échapper à la fatalité d'être dans un métier dur où on ne s'en sort pas. Et la preuve est faite que les 16 millions de gens qui achètent ces produits, en 8 ans c'est énorme, hein, il y a peu d'experts qui imaginaient que ce soit possible ainsi, ça permet de comprendre qu'il y a une force qui dépasse les business plans et les grands schémas techniques. Il y a dans le monde animal, on le répète à chaque fois, mais ça permet, à mon avis, faire comprendre la force qu'on a tous, il y a ce qu'on appelle la murmuration. Parce que les journalistes nous demandaient, notamment des journalistes étrangers, comment vous avez fait pour que ça marche à ce point? Pas de commerciaux, pas de campagne de pub. N'ayant pas la réponse, il y a un sociétaire qui m'a dit un jour, tu sais, dans le monde animal, ça s'appelle la murmuration. Alors c'est quoi la murmuration? Je ne sais pas si dans la salle, vous savez ce que c'est. La murmuration, c'est les immenses vols des tourneaux, notamment les oiseaux qui tournent comme ça dans des volutes absolument parfaites, dans un mouvement millimétré. Et les scientifiques ont montré qu'il n'y avait pas un oiseau leader qui impulsait le mouvement au groupe. Il y a une intelligence collective qui s'empare du groupe et qui lui fait faire ce qu'aucun individu n'aurait pu faire à ce groupe tout entier. Voilà. Que la suite s'écrive avec beaucoup plus de murmuration et d'intelligence collective. Et nous, on est très heureux par cet exemple de redonner ce chemin d'espoir où si on s'organise, nous les citoyens, les consommateurs, de façon très bienveillante, on devrait arriver à changer énormément de choses. Voilà, merci à tous et merci pour le soutien aux producteurs. Merci. Merci Nicolas. Transformer une ferme en laboratoire des énergies renouvelables, c'est le pari audacieux de Maurice Squack. Avec son frère, en 2013, il a été le premier en France à produire du biogaz à partir de résidus de culture. Plus qu'une innovation technique, la méthanisation est devenue un modèle d'agriculture durable où chaque ressource est optimisée. Leur projet visionnaire est devenu un modèle national, posant les bases du développement du biométhane en France et contribuant à la mise en place de réglementations et de contrats types en collaboration avec l'ADEME et GRDF. Aujourd'hui, sa ferme alimente en gaz 5 communes voisines, prouvant que l'agriculture peut être un acteur clé de la transition énergétique. Grâce à la méthanisation, les émissions de gaz à effet de serre sont réduites, les effluents d'élevage valorisés et les sols enrichis par le digestat, un engrais naturel qui remplace les fertilisants chimiques. Mais ce modèle, c'est aussi une réponse aux défis économiques. En diversifiant leurs activités, Moritz et sa famille ont doublé leur chiffre d'affaires, offrant ainsi une stabilité financière à l'exploitation. Moritz nous démontre que l'agriculture de demain sera circulaire et résiliente. Il repense ainsi le rôle des agriculteurs dans la transition énergétique. Moritz, vous avez la parole. Merci beaucoup. 496 000. 496 000, c'est au dernier recensement le nombre d'agriculteurs qu'il y a en France. Alors c'est un peu différent des chiffres qu'annonçait Nicolas tout à l'heure, mais ce qui est important, c'est de se dire que ça pèse grosso modo pour la population active à peu près 1,5% de la population, et dans la population totale, c'est moins de 1%. Moins de 1%, c'est ce qui nourrit la France et qui produit 8 milliards de chiffres à l'export dans la balance commerciale alimentaire. Ce qui est marrant, c'est que ce petit pourcent, c'est 50% de la surface de la France, ce qu'on appelle la SAU, surface agricole utile. Ça veut dire que ce petit pourcent, il occupe 50% de notre territoire. Et ça, c'est assez important parce que ces fameux 50%, c'est son outil de travail, mais c'est aussi le paysage dont tout le monde profite, les Parisiens les premiers le week-end,
les touristes étrangers. Et c'est ce qu'on appelle aussi les externalités positives. Ça veut dire qu'un agriculteur, évidemment, son premier rôle, c'est de nourrir les hommes et les femmes, mais c'est aussi d'entretenir le territoire. Et ces externalités positives ne sont pas forcément correctement valorisées. Nicolas vous disait que voilà, les agriculteurs travaillent dur, les agriculteurs s'investissent beaucoup, les agriculteurs sont passionnés, mais pour autant, ils ne retrouvent pas forcément le juste retour de leur investissement. Et pourtant, mon intervention a pour titre l'innovation autour de l'économie circulaire. Je vais vous expliquer comment l'économie circulaire est capitale et vitale pour lui. Quand le Parisien va faire son tour à la campagne le week-end, c'est pour respirer l'air pur. L'air, le sol, l'eau, c'est les 3 principaux outils de l'agriculteur, qu'il soit éleveur, qu'il soit cultivateur. Il en a besoin et il les recycle tous les ans. Tous les ans, il a besoin d'air pur. Tous les ans, il a besoin d'un sol propre. Tous les ans, il a besoin d'eau pour arroser ses plantes. Et ça, c'est quelque chose de capital et c'est quelque chose qui ne va pas s'amuser à gâcher. L'étiquette qu'on a de l'agriculteur pollueur, elle est peut-être un peu erronée. Et l'agriculteur, il a besoin de, effectivement, entretenir ces 3 éléments. Je m'appelle Maurice Secouac. Je fais partie de ces 496 000 agriculteurs. Je suis agriculteur et je vais vous expliquer comment, à travers l'innovation, ce qui vient d'être présenté, on a complété l'économie circulaire existante auprès de notre exploitation. Alors, je suis éleveur. Vous pouvez le voir sur ce slide. On élève de la limousine. La limousine, c'est Houppette, l'égérie du salon cette année. Une très belle race, une race un peu rustique, mais une race qui a plein d'avantages. Et je vais vous expliquer comment on a réussi à créer de la synergie autour d'une exploitation familiale. Moi, j'ai la chance d'être la 3e génération sur une exploitation de polyculture élevage. Ça veut dire qu'on a de la culture, blé, orge, colza, betterave, et on a de l'élevage des limousines. Et historiquement, sur cette structure, il existe une synergie. C'est-à-dire que l'alimentation est produite à partir de mes cultures, je nourris mes vaches nourries produisent de l'effluent, ces effluents retournent sur mes terres pour les amender. Ça se pratique depuis des millénaires. Eh bien, quand je suis retourné sur l'exploitation pour m'installer avec mon frère, en 2007, j'ai réfléchi à plein de choses avec lui et on s'est dit qu'il y avait des opportunités de développement parce que la PAC, la politique agricole commune, vous en avez tous entendu parler, devait réduire comme peau de chagrin et comme elle constitue une partie de nos revenus, il fallait trouver une 3e activité pour pouvoir se continuer à perdurer. Et pour ça, on a réfléchi, et juste avant, moi je travaillais dans une boîte allemande, et à chaque fois que j'allais en Allemagne, je voyais pousser ce qu'ils appellent les asperges, donc les éoliennes. Des éoliennes, il y en avait partout. Des panneaux photovoltaïques, ils en mettaient dans tous les sens. Et puis il y avait des espèces de yourtes. Des yourtes qu'on ne connaissait pas, qui sont des unités de méthanisation. Donc je me suis renseigné là-dessus. Et donc, pour ne pas arriver comme un cheveu sur la soupe sur l'exploitation familiale, on a creusé le sujet et on s'est aperçu qu'il y avait peut-être une synergie justement opérée entre culture, élevage et méthanisation. La méthanisation, c'est quoi ? Dia suivante. La méthanisation, ça consiste à prendre nos effluents d'élevage. Donc là, vous avez une photo de la ferme. On prend les effluents d'élevage, on les intègre dans ce méthaniseur et on va reconstituer la biologie qui s'opère dans la panse d'une vache. On peut y intégrer tout type de matière organique, tout type de déchets. Nicolas l'évoquait tout à l'heure avec l'image très parlante du Stade de France. 1/3 de ce que l'on produit en tant qu'agriculteur, 1/3 est malheureusement gaspillé. Eh bien, ces déchets, ils peuvent être valorisés dans ce méthaniseur. En reconstituant cette biologie, qui encore une fois est la même que celle qu'il y a dans la panse d'une vache, on va générer le fameux biogaz. Ce biogaz, il peut être épuré, il peut être injecté dans le réseau, et il peut donc nous permettre de produire une énergie verte. Alors on est parti de 0 à l'époque, et on s'était dit que la valorisation classique qui s'opérait, c'était celle de l'électricité, c'est-à-dire qu'on utilisait ce biogaz pour alimenter ce qu'on appelle un cogénérateur, donc un moteur qui va produire l'électricité qu'on va injecter sur le réseau. Ça, c'était le modèle allemand classique. En France, on exportait à l'époque, faut se remettre dans le contexte, on exportait l'électricité et on importait 100% de notre gaz. Alors, on a discuté avec le ministère de l'Agriculture. On a rencontré des professionnels du gaz, ce qu'on appelle la DGEC, la Direction Générale de l'Énergie et du Climat, à des spécialistes du gaz. Et on a présenté un modèle où, au lieu de produire de l'électricité,
qui a un rendement à peu près de 40%, on pouvait transformer ce biogaz en biométhane avec un rendement supérieur à 97% et l'injecter dans le réseau. Idée folle, personne n'y croyait. Et en fait, on s'est aperçu que technologiquement, c'était possible. On a visité une quarantaine d'installations avec mon frère et on a trouvé la technologie qui permettait ça. C'était la première étape. Il fallait après vendre le projet. Alors, on a discuté avec la DGEC, on a discuté avec la CRE, la Commission de régulation de l'énergie. Il y a un groupe de travail qui s'est mis en place. Ce groupe de travail, il regroupait tous les spécialistes de la filière et principalement les opérateurs de réseau. Et après 3 longues années pour nous, parce qu'en tant qu'agriculteur, on aime bien le terrain, on aime bien quand les choses avancent vite. Après 3 longues années, on a réussi à obtenir 4 arrêtés et décrets ministériels qui sont parus le 23 novembre 2011. Et ces arrêtés, ces décrets nous autorisaient à produire du biométhane et à l'injecter dans le réseau. C'était une petite révolution, c'était possible à l'échelle nationale. Étant les premiers, ça a été possible pour nous. Et donc en 2012, après avoir continué dans d'autres groupes de travail à mettre en place des contrats, on a commencé à construire cette unité de méthanisation et on a injecté notre premier mètre cube de biométhane le 28 août 2013. C'était la première unité de méthanisation agricole à injecter du biométhane dans le réseau. Aujourd'hui, on compte pas moins de 730, bientôt 750 unités de méthanisation en France. Ces 750 unités, elles produisent l'équivalent de 12 TWh. Ça ne va pas beaucoup vous parler, mais 12 TWh, c'est à peu près l'équivalent de 2 réacteurs nucléaires. Les projections, c'est de se dire qu'en 2030, les producteurs de biométhane, qui sont à 85% des agriculteurs, seront en capacité de fournir plus de 20% de la consommation nationale française. Ça veut dire que concrètement, on peut s'affranchir complètement de ce qu'on importait de Russie auparavant. En 2050, on espère atteindre 100%. C'est un sacré enjeu, c'est un sacré pari, mais on y croit. Et on y croit d'autant plus que la méthanisation, c'est donc une nouvelle activité pour nous. On essaie de la développer au même titre que le photovoltaïque. Les panneaux photovoltaïques que vous avez là, ce sont des panneaux qui sont là pour revendre l'électricité. Ceux que vous avez devant l'unité de méthanisation, ce sont des panneaux qui sont là pour l'autoconsommation. Ça veut dire que dans cette espèce de cercle vertueux, on va produire de l'énergie verte à partir d'énergie verte. Et je dois vous parler d'économie circulaire. L'économie circulaire, elle est double. Quand j'intègre mes effluents d'élevage et mes biodéchets dans mon méthaniseur, je produis l'énergie verte que je vais injecter sur le réseau. Mais le résidu de cette opération s'appelle le digestat. Ce digestat, il vient en substitution des engrais chimiques que j'avais l'habitude d'utiliser. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais pouvoir utiliser le résidu de mon méthaniseur, le digestat, pour aller l'épandre dans mes terres. On peut passer à la dia suivante. Et on peut, à ce moment-là, nourrir les plantes qui vont produire l'alimentation du bétail et des hommes et qui vont générer également de la biomasse qui va servir à nourrir mon méthaniseur. Donc en gros, j'avais 2 éléments, la culture, l'élevage, je rajoute le méthaniseur, les effluents d'élevage vont pouvoir alimenter mon méthaniseur, je vais pouvoir implanter ce qu'on appelle des cives, des cultures intermédiaires à vocation énergétique. C'est-à-dire que moi, agriculteur, entre 2 cultures principales, je ne peux pas laisser le sol à nu. C'est une réglementation européenne, je suis tenu d'apporter un couvert entre 2. Avant, on broyait cette culture intermédiaire. Aujourd'hui, on peut la valoriser et l'intégrer au méthaniseur. Cette biomasse, elle vient alimenter mon méthaniseur, elle va alimenter le bétail, les effluents vont être traités, les autres biodéchets peuvent être intégrés dans le méthaniseur. Dans notre méthaniseur aujourd'hui, on met ces fameux effluents pour un tiers, on met pour un second tiers les fameuses cives dont je viens de parler, et le troisième tiers, c'est tout type de biodéchets. On est producteur de blé, quand le blé est amené à la coopérative, il est nettoyé, les poussières peuvent être intégrées au méthaniseur. On est producteur de betteraves, quand les betteraves sont écrasées pour en extraire le sucre, ces pulpes de betteraves peuvent être intégrées dans le méthaniseur. Les déchets, je parlais tout à l'heure du gaspillage alimentaire et du tiers de production qui était perdu, cette alimentation perdue peut également rentrer dans le méthaniseur. Et donc, sur mon unité de méthanisation, sur mon exploitation agricole, j'ai bien une économie circulaire où culture, élevage, production d'énergie verte travaillent en symbiose parfaite et donc
en synergie. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle la majorité des unités de méthanisation sont avant tout agricoles, puisque tout l'amont est de la matière organique et donc issu du milieu agricole. Et le seul moyen de valoriser le digestat, c'est de le retourner au sol, et c'est également une tâche qui revient à l'agriculteur. Alors voilà, on a une économie circulaire qui apparaît à l'échelle de l'exploitation, mais c'est aussi une économie circulaire à l'échelle du territoire. Puisque ça a été dit tout à l'heure, là, le méthane est produit, épuré, injecté dans le réseau, et il va alimenter les besoins, au début des 5 et maintenant des 6 communes, puisqu'on sature les besoins de ces communes. On fournit les besoins en énergie des 6 communes qu'il y a autour de la ferme, et on arrive même à saturer ces besoins en période estivale. Et je ne vais pas cracher sur le photovoltaïque, encore une fois on en a sur l'exploitation, mais contrairement au photovoltaïque, contrairement à l'éolien, l'avantage de la méthanisation, c'est que c'est une énergie qui n'est pas discontinue. Si pour faire marcher le train ou le métro, il faut attendre le soleil ou le vent pour pouvoir avancer, on va vite avoir un problème. L'avantage de la méthanisation, c'est que ça produit H24, 7/7. Alors Nicolas parlait de l'éleveur laitier qui bossait 7 jours sur 7. Le méthaniseur, ce sont des bactéries et elles fonctionnent en continu. Ça veut dire qu'on nourrit 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 ces petites bactéries pour produire. Et l'avantage qu'on a, c'est qu'on peut stocker sur un temps limité dans ce qu'on appelle les gazomètres, sur ces yourtes là, la partie supérieure, le gaz. Et donc quand les consommateurs consomment moins de gaz pendant la nuit ou en été, on peut réduire notre production et on peut donc avoir une énergie verte qui s'adapte à la demande. Ça, c'est quelque chose d'assez intéressant et même révolutionnaire par rapport au photovoltaïque et à l'éolien. Et donc c'est une énergie verte qui est vertueuse, qui est intelligente et qui s'adapte au territoire. Donc le pari, effectivement, c'est de se dire que aujourd'hui, l'agriculteur nourrit les hommes et les femmes, et ça restera sa priorité, on le fera toujours. Mais l'agriculteur peut également fournir l'énergie du territoire. Et l'énergie du territoire sous forme vertueuse, sous forme verte, sous forme de souveraineté également, puisque les chiffres que je vous donnais tout à l'heure sont vraiment des chiffres, qui se concrétisent dans le temps et dans la réalité. Le Paris de 2030, on s'en approche grandement. La tendance est toujours croissante. Il y a un opérateur de réseau qui s'appelle GRDF, qui est sur le salon, dans ce hall que vous pourrez aller voir, et vous pourrez vous rendre compte qu'effectivement, il y a une application complète de la filière là-dessus. Et donc, on y croit. Donc, on pense vraiment qu'il n'y a pas une, mais des agricultures en France. Et parmi toutes les activités, l'agriculteur pourra fournir l'énergie du territoire. Alors, le message que je voulais donner là-dedans, moi, c'est que je suis confiant. Parce que s'il y avait une chose à dire, c'est que l'agriculture, c'est un métier compliqué, c'est un métier de passionné. Ça a été dit, expliqué tout à l'heure, c'est un métier qui est prenant. J'ai la chance d'avoir 4 enfants, et certains sont présents dans la salle en plus. Je ne vais jamais m'amuser à les forcer à être agriculteur, mais je ferai tout pour les aider. Et ma conclusion, c'est qu'effectivement, en reprenant un vieil adage, enfin un vieil, pas si vieux que ça, celui de Saint-Exupéry, on n'hérite pas de la terre de nos ancêtres, on l'emprunte à nos enfants, et donc je vais tout faire pour que cette économie circulaire, ce cercle vertueux, cette activité de recyclage de l'eau, de l'air, du sol, on la fasse du mieux possible, parce que j'ai confiance en l'agriculture et encore plus aux agriculteurs, et pour moi, les agriculteurs ont de l'avenir. Je vous remercie beaucoup. Merci Moritz. Y a-t-il une place pour le numérique dans l'agriculture ? C'est par cette question que Corentin Leroux interpelle sur sa page LinkedIn. Et qui de mieux que lui, finalement, pour y répondre ? Agronome de formation, Corentin a toujours eu à cœur de connecter les réalités du terrain avec les avancées technologiques. Après un doctorat sur le traitement des données spatiales en agriculture, il crée en 2019 une société qui s'appelle Aspexit, une entreprise qui accompagne les acteurs du monde agricole dans l'usage des outils numériques. Vulgarisateur passionné, il décrypte les liens entre agronomie, climat, énergie et technologie à travers des dossiers accessibles à tous. En 2024, il cofonde une plateforme qui s'appelle Wiki AgriTech, une plateforme open source qui répertorie plus de 1500 innovations numériques au service de l'agriculture.
Expert du bas carbone, Corentin a également contribué aux travaux de l'association The Shift Project en explorant les leviers de décarbonation du secteur agro-industriel et en questionnant sur le rôle des technologies agricoles dans la transition énergétique. Alors, peut-on faire cohabiter innovation et sobriété dans l'agriculture? Comment s'assurer que le numérique accompagne une agriculture plus durable et plus résiliente? Un échange essentiel avec Corentin. Corentin, je vous invite à me rejoindre, vous avez la parole. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être présents et présentes aujourd'hui. Moi, je suis très content d'être là aussi aujourd'hui. Je m'appelle Corentin Leroux, j'ai 33 ans et je viens de Montpellier. Alors moi, je suis agro de formation et j'ai pas mal travaillé dans le domaine des technologies numériques appliquées à l'agriculture. Donc c'est tout ce qui va tourner autour des instruments de mesure, des capteurs, des modèles agronomiques, des applications smartphone. C'est peut-être des choses qui vous parlent un petit peu. À la fin de mes études, moi, j'ai fait un doctorat où j'ai travaillé sur des capteurs de rendement sur des moissonneuses-batteuses. Donc c'est des capteurs, des systèmes embarqués sur des machines qui permettent de mesurer en temps réel les flux de grains qui passent dans la moissonneuse au moment où au fur et à mesure que les parcelles sont récoltées. Alors moi, je ne suis pas issu du milieu agricole au départ, mais j'ai des personnes autour de moi qui me drivent et qui m'inspirent sur ce sujet-là. J'ai une amie qui est installée à côté de Montpellier en maraîchage et en agroforesterie. J'ai un copain qui est double actif avec une ferme familiale en Picardie et plus proche de moi dans la famille. J'ai un oncle et un cousin agriculteurs dans le Nord, à côté de Cambrai, peut-être que vous connaissez, qui sont installés en agriculture de conservation des sols et une partie en agriculture biologique. Alors pourquoi je vous dis ça? C'est parce que quand j'échange avec ces gens-là, quand je vais travailler un petit peu sur leur ferme, c'est des piqûres de rappel pour me rappeler à quel point le métier d'agricultrice et d'agriculteur est particulièrement complexe. Alors au fur et à mesure de mes études et de l'avancement dans ma vie, on peut dire, j'ai pris conscience, parfois un peu violemment, de certaines choses, certains éléments qui nous dépassent. L'effondrement de la biodiversité, un dérèglement climatique, une contraction énergétique, une raréfaction de l'énergie fossile disponible. Et donc du coup, j'ai voulu commencer à mélanger un petit peu mes mondes, agronomie, technologie numérique, énergie, climat, essayer de faire un pas de côté, prendre un peu de recul sur la science des données, l'analyse des données que je faisais pour commencer à me demander finalement à quoi servaient toutes ces technologies-là. Et c'est comme ça que j'ai été aussi amené à travailler avec le Shift Project, qui est une association d'intérêt général. Vous connaissez peut-être son président Jean-Marc Jancovici pour son franc-parler et son humour noir. C'est une structure qui a lancé il y a un peu plus d'un an un travail assez large sur l'agriculture. Ils ont voulu s'intéresser à finalement l'innovation technologique là-dedans, de quoi on parle, qu'est-ce qu'on en fait, etc., etc. Et du coup, c'est là que je suis intervenu. Alors, par rapport à ce qui nous réunit aujourd'hui, héritage, innovation, comment est-ce que tout ça, ça résonne pour nous au sein du Shift Project? Alors, héritage, tout d'abord. Alors, en France, on a la chance d'avoir une agriculture qui est plurielle, qui est très diversifiée. On a des agricultures en France. On a des terroirs différents, des contextes pédoclimatiques différents, des contextes de production différents. Mais on a aussi une agriculture qui est relativement spécialisée sur les territoires. C'est quelque chose que vous voyez derrière moi. Vous reconnaissez par exemple les plaines céréalières de la Beauce, les élevages de porcs en Bretagne ou encore des élevages un peu plus allaitants dans le centre de la France. Alors, cette agriculture qu'on connaît aujourd'hui, elle a hérité d'un certain nombre de choses. Elle a notamment hérité d'une dépendance extrêmement forte aux énergies fossiles. Déjà du fioul pour faire fonctionner les machines agricoles et du gaz pour les engrais minéraux azotés, parce que l'azote, c'est le principal facteur limitant du rendement en production végétale. Cette énergie-là, elle ne vient pas de chez nous, on l'importe. Ça veut dire que la grande majorité des exploitations en France ont complètement perdu leur autonomie énergétique depuis quelques années. Cette agriculture-là, elle a hérité aussi d'une désynchronisation complète entre les productions animales et les productions végétales. Donc les effluents d'élevage, on a de plus en plus de mal à les faire réatterrir au niveau des productions végétales. Cette agriculture-là, elle a aussi hérité d'un éloignement, d'un élargissement des distances entre le producteur et le consommateur. On a une chaîne aval qui s'est agrandie avec des industries agroalimentaires, de la grande distribution, des chaînes logistiques, de la restauration. Et ça s'est tellement allongé qu'actuellement, on a à peu près un camion sur 3, un camion sur 4 en France qui transporte de l'alimentation.
Alors, sur la partie innovation maintenant, alors c'est vrai qu'on a tendance généralement à associer le terme d'innovation à technologie, innovation technologique. Mais en fait, quand on y regarde un peu plus près, en agriculture, en fait, il y a énormément de formes d'innovation qui sont différentes. On a, peut-être le plus simplement du monde, les innovations agronomiques. Alors, je vous ai parlé un peu tout à l'heure d'agroforesterie, par exemple, où on mélange des cultures de plein champ avec des arbres. On a des systèmes de polyculture élevage. On a des systèmes bas intrants, par exemple, où finalement, on va utiliser peu d'énergie extérieure ou peu d'intrants pour faire fonctionner le système. On a des pratiques de semis sous couvert. Mais on a aussi des formes d'innovation qui sont sociales. Par exemple, on peut imaginer des investissements à la ferme ou des aides à l'installation de paysans avec des capitaux publics, privés et même citoyens. On peut imaginer aussi des instances de concertation collective entre des producteurs et des consommateurs. C'est par exemple, c'est qui le patron ? On peut imaginer des formes d'innovation organisationnelle aussi. Vous avez des agriculteurs et des agricultrices qui se regroupent en CUMA, les coopératives d'utilisation de matériel agricole, pour mutualiser leur agroéquipement. Et vous avez aussi, par exemple, des logiques de circuit court, c'est peut-être des choses sur lesquelles vous êtes un peu plus familier, où on va rapprocher le producteur et le consommateur. Donc il y a énormément de formes d'innovation différentes, et peut-être ce qui va nous permettre d'avancer un petit peu ou de nous améliorer, c'est de combiner ces formes d'innovation ensemble sous la forme de systèmes d'innovation. On va combiner par exemple une innovation technologique avec une innovation sociale, une innovation agronomique avec une innovation organisationnelle. Tout ça, c'est des choses qui sont possibles. Alors, si je me concentre un peu plus sur l'innovation technologique maintenant, alors les technologies agricoles, c'est alors les technologies plus ou moins complexes, elles ont toujours été intriquées, enlacées dans les systèmes et dans les pratiques agricoles. C'est assez difficile de parler d'agriculture sans parler de technique et de technologie. Alors c'est vrai que souvent on pense aux technologies qui sont un peu complexes ou récentes, comme les machines, l'agroéquipement, les engrais, la chimie, les produits phytosanitaires, les semences sélectionnées. Et c'est vrai que finalement toutes ces technologies récentes, en combinaison avec une énergie fossile largement disponible, ça a permis d'exploser la productivité du travail en agriculture. Alors même si depuis une vingtaine d'années on commence à voir une sorte de plafond de verre sur le rendement de certaines cultures céréalières. Toutes ces technologies-là aussi, avec encore une fois l'énergie abondante disponible, ça a permis de réduire une sorte de forme de pénibilité du travail. Ça a augmenté le confort de vie de travail des agricultrices et des agriculteurs. Alors, moi, j'aime pas trop parler de la technologie en général, je préfère parler des technologies agricoles parce que le terme chapeau de la technologie, en fait, masque une diversité, une variabilité de technologie. C'est vrai que c'est assez difficile de comparer, par exemple, un robot agricole et un capteur de température. Vous êtes d'accord avec moi, j'espère. Du coup, cette diversité de technologies, en fait, elle masque une diversité de capacités de déploiement de ces technologies, de maturité technologique. Elle masque une diversité d'empreintes énergétiques de chacune de ces technologies. Elle masque une diversité de compétences qu'il va falloir mobiliser pour utiliser ces technologies. Donc voilà pourquoi c'est pour moi important de parler des technologies agricoles. Alors, c'est vrai que dans la sphère médiatique, dans la sphère politique et même aussi dans la sphère agricole, depuis quelques années, on ressent une tendance vers un discours qui est assez technosolutionniste, c'est-à-dire un discours où on va mettre la technologie en avant, ou en tout cas un peu plus en avant que le reste. Vous avez peut-être souvenir, il y a 3-4 ans, je crois que c'était un peu après le Covid, on avait le président Macron qui nous donnait les grandes directions que devait prendre l'agriculture avec un triptyque numérique, robotique et génétique. On nous parle de technologies d'optimisation de l'alimentation des rations animales, on nous parle de systèmes de suivi, de surveillance, de monitoring des élevages et des productions végétales à partir d'intelligence artificielle. On nous parle de biostimulation pour enrichir et rebooster les sols. On nous parle de nouvelles technologies génomiques pour venir éditer le génome avec un ciseau moléculaire. On nous parle de fermes plus ou moins robotisées. Et à chaque fois, quand on entend parler de tout ça, c'est de façon assez péremptoire, affirmative, un peu comme si ça allait de soi qu'il fallait développer ces technologies-là. Alors, c'est vrai que notre monde, il a changé, force est un peu de le constater. L'espace de contraintes, les cadres de contraintes physiques, énergétiques, climatiques qu'on vit actuellement, c'est pas les mêmes qu'il y a 10, 20, 50 ans, ça continue à évoluer. On fait face à des chocs climatiques et des chocs énergétiques qui viennent affecter la vulnérabilité et la résilience des exploitations agricoles. On fait face à un dérèglement climatique sans précédent,
où on a des agricultrices et des agriculteurs qui sont en ligne de mire. On fait face à une contraction et une raréfaction de l'énergie disponible. Et avec cette espèce de contrainte, ce nouveau cadre de contrainte, c'est peut-être le moment de faire un pas de côté et de se demander, de se poser la question collectivement, finalement, c'est quoi la place de l'innovation technologique en agriculture ? Alors si je reviens rapidement sur le thème d'héritage et d'innovation, rien qu'avec le dérèglement climatique, cette notion d'héritage, elle est déjà un peu questionnée. On a des aires de production biogéographique, on a des contextes de production qui commencent déjà à évoluer. On ne va pas produire en France dans 10, 20, 50 ans ce qu'on produit déjà aujourd'hui. Okay, donc ça veut dire que peut-être même que la notion de terroir, il va falloir la re-questionner. On a aujourd'hui des innovations technologiques qui viennent soutenir certaines filières agricoles plutôt que d'autres. Des filières qui sont plus rentables, des filières qui sont plus capitalistiques. Et donc d'un point de vue héritage, la question qu'on peut se poser, c'est finalement si on soutient que certains modèles agricoles, certaines formes d'agriculture, est-ce qu'on va soutenir l'ensemble de notre héritage ou pas ? Un message important qu'on veut faire passer, c'est qu'il va falloir absolument développer un cadre d'analyse des technologies agricoles. Les technologies, elles doivent être analysées au cas par cas. C'est quelque chose qui est important parce qu'une technologie à un endroit donné, elle ne va pas forcément être utilisée, adaptable dans un autre contexte de production. Donc ça, c'est une première chose. Et ces technologies-là, il va falloir en évaluer les impacts directs, indirects et systémiques. Alors si je m'explique rapidement, ça veut dire les impacts directs d'une technologie, c'est si on prend par exemple un système embarqué pour optimiser la pulvérisation ou les apports de produits phytosanitaires, d'engrais. On peut imaginer effectivement qu'on va optimiser les apports, optimiser l'efficacité des apports, réduire les intrants, ça c'est intéressant, c'est une première brique. On a aussi des impacts indirects. L'impact indirect, ça va être de dire, pour fabriquer ce système embarqué, en fait, j'ai eu besoin de matière, j'ai eu besoin d'énergie, j'ai eu une empreinte climatique associée, donc tout ça, je dois le prendre en compte. C'est aussi des effets rebonds. Par exemple, ça va être de dire, en fait, si j'ai un système qui est toujours plus optimisé, peut-être que je vais vouloir l'amortir avec des plus grands parcellaires, des plus grandes machines. Je vais vouloir rajouter peut-être des animaux sur ma ferme. Donc ça, c'est des impacts indirects. Et il y a aussi des impacts systémiques. Par exemple, quand vous allez introduire une technologie ou un système technologique sur une ferme, il va se passer des choses, ça va transformer des choses. Un exemple concret, c'est le robot de traite. Quand vous mettez en place un robot de traite sur une exploitation agricole, en fait, il y a une transformation profonde qui s'opère. Ce n'est pas toute chose égale par ailleurs. Vous allez transformer le modèle d'organisation du travail sur la ferme. Vous allez faire évoluer les relations de l'agricultrice avec ses salariés, de l'agriculteur avec ses bêtes. Vous allez peut-être remettre même en question l'identité même de l'agriculteur ou de l'agricultrice. Quand on déploie une technologie à l'échelle de la ferme ou à l'échelle d'un territoire entier, quand on veut le déployer très largement, ça pose des nouvelles questions aussi. C'est peut-être des nouvelles architectures réseau, des architectures énergétiques qu'il va falloir développer. C'est peut-être des réseaux de concessionnaires qu'il va falloir mettre en place aussi pour venir réparer les outils qu'on utilise. Donc si je reprends un petit peu ce pas de côté dont je vous parlais tout à l'heure, finalement, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer pour les technologies agricoles dans les années à venir ? Déjà, on pourrait se demander s'il ne faudrait pas développer des technologies qui soient sobres et frugales, avec une empreinte matière, une empreinte énergétique, une empreinte climatique qui soit plus faible. On pourrait aussi se demander si ce n'est pas l'occasion de développer des technologies qui soient plus appropriées et plus appropriables par les agricultrices et les agriculteurs. Ça veut dire des technologies qui vont pouvoir être adaptées au système de fonctionnement et au contexte de production des agricultrices et des agriculteurs. Parce que si ils peuvent bricoler, les adapter, on aura forcément des exploitations plus résilientes derrière. C'est peut-être aussi le moment de se demander s'il ne faut pas développer des technologies qui viennent outiller le vivant pour accompagner des trajectoires agroécologiques. C'est-à-dire des technologies qui vont venir exacerber les hétérogénéités, exacerber les diversités de modèles agricoles, puisque plus on aura une agriculture ou des agricultures diversifiées, plus on aura une agriculture qui est résiliente. C'est peut-être le moment aussi de se demander s'il ne faut pas développer des technologies pour venir soutenir les modèles agricoles qu'on veut voir advenir. Par exemple, si on veut développer des filières de légumineuses ou si on veut développer des associations de céréales et légumineuses, peut-être qu'il va falloir développer des technologies pour, en sortie de parcelle, venir trier les céréales et les légumineuses. Là, par exemple, vous avez un exemple de système d'innovation où on mélange une innovation agronomique, l'association céréales-légumineuses, avec une innovation technologique.
Si on veut par exemple déployer des systèmes en agriculture biologique ou des systèmes complexes en agriculture, peut-être qu'il va falloir justement développer des technologies qui soient capables de prendre en compte cette complexité ou du multi-atelier par exemple sur les fermes. Il y a quelques jours, quelques semaines, on avait en France le sommet de l'intelligence artificielle. C'est un sommet où on nous a annoncé en grande pompe qu'on allait avoir plus de 100 milliards d'euros d'investissements français et étrangers pour soutenir des projets, des structures, des modèles autour de l'intelligence artificielle. Plus de 100 milliards d'euros. Juste un ordre de grandeur, la politique agricole commune, donc c'est-à-dire le déterminant socio-économique le plus important pour la politique agricole, c'est en France un peu moins de 10 milliards d'euros par an. Au niveau de l'intelligence artificielle, on nous promet un avenir, on ne sait pas vraiment lequel c'est, mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il faut y aller vite. À l'heure où on a une population agricole qui s'effondre, on a perdu en 10 ans près de 100 000 exploitations agricoles, est-ce que ce niveau d'investissement ou cette promesse d'investissement dans l'intelligence artificielle est la plus pertinente? Est-ce que l'intelligence artificielle pourra nous nourrir quand il n'y aura plus d'agricultrices et d'agriculteurs? À un moment où on a un coût matière, un coût énergétique, un coût climatique très important de l'intelligence artificielle, parce que la dématérialisation, le cloud, c'est bien des structures physiques. Derrière, c'est des data centers, des câbles, des réseaux, des processeurs. Est-ce que ce niveau d'investissement dans l'intelligence artificielle, ou cette promesse d'investissement, est-ce qu'elle est la plus pertinente au regard des contraintes énergétiques et climatiques dont je vous ai parlé tout à l'heure? Les choix de société qu'on fait aujourd'hui, ils vont impacter l'avenir de nos agricultures. Et un message important qu'on veut faire passer, c'est qu'il faut absolument développer des cadres d'analyse de ces technologies. Il faut les analyser au cas par cas, et pour chacune de ces technologies, il faut en évaluer les impacts directs, indirects et systémiques. Merci à vous. Merci Corentin. Corentin, je vous garde effectivement sur scène et je vais également appeler Moritz et Akiko à me rejoindre puisque le temps nous le permet. Donc nous pouvons vous proposer un temps de questions-réponses avec nos invités et on excuse Nicolas Chaban qui a été appelé pour une autre intervention. Je vous en prie, venez sur scène avec nous. Cher public, auriez-vous une question à poser à nos invités, une réaction peut-être sur leur prise de parole, sur leurs interventions? Et j'ai coutume de dire, comme la première question est toujours difficile, on passe tout de suite à la deuxième. Donc s'il y a une deuxième question, la parole est à vous, on a un micro qui peut être mis à votre disposition. Sinon, j'ai une petite réserve de questions pour vous avec ma casquette d'intervieweuse. Pas de questions? Bon. Alors, je vous en pose une à chacun pour refaire le lien aussi avec vos prises de parole. La première, elle serait pour vous, Moritz. Vous nous avez expliqué qu'en fait, quand vous vous êtes installé avec votre frère, donc sur l'exploitation familiale, en tout cas, vous aviez ce souhait de développer la méthanisation, mais ça a pris un peu de temps, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, par rapport à notre thématique héritage et innovation, vous faites toujours un travail de veille, peut-être, pour être en amont d'évolutions futures qui pourraient impacter et intéresser votre exploitation ? On continue effectivement. Ce que je montrais tout à l'heure avec l'histoire des panneaux solaires en autoconsommation, c'est quelque chose qui a tout juste un an. On l'a fait un peu par résilience quand on a connu la crise énergétique il y a 2 ans. Et du coup, on s'est dit comment être plus vert que vert et comment faire. Ces panneaux solaires là qu'on voit en autoconsommation, ils fournissent 25% des besoins en électricité de l'unité. Il faut savoir qu'une unité de méthanisation, elle se veut vraiment vertueuse parce que pour une unité d'énergie consommée, on n'en produit pas 2, pas 3, pas 4, on en produit 12,5 fois ce qui a été consommé. Ça veut dire que quand je consomme 1, je fais 12 fois et demi du vert. Et le 1 en question, il n'est pas forcément fossile. C'est l'électricité. En France, elle est principalement nucléaire. Le fait de rajouter les panneaux solaires, c'est une innovation et ça permet d'être encore plus vertueux et d'utiliser ce que je disais tout à l'heure, du verre pour faire du verre, mais de façon vraiment intelligente. Ce qu'il faut se dire, c'est quand on a lancé la méthanisation il y a un peu plus de 10 ans maintenant, on a reconstitué la biologie de la panse de la vache, c'est ce que je dis tout le temps. Mais on est sur quelque chose de très basique, c'est-à-dire que c'est un peu comme le dumbphone qu'on avait il y a 15 ans.
il y a plein d'améliorations à apporter pour que ça devienne des vrais smartphones comme c'est le cas aujourd'hui. Par exemple, ce qu'on a essayé de mettre en place, je vous le disais, c'était de produire du biométhane et l'injecter dans le réseau. Le biométhane, il est issu du biogaz. Le biogaz, c'est à moitié du CH4, à moitié du CO2. Alors, on piège énormément de carbone et le biométhane que l'on injecte, c'est celui qui vient à la place de ce qu'on appelle le gaz naturel, mais qui est un gaz fossile, du gaz fossile qui vient de sous terre et qui, lui, émet du CO2. Eh bien, d'une part, le CH4 qui va être injecté dans le réseau, le méthane, lui, est vert parce qu'il est bien issu d'un processus biologique. Mais le CO2, dont on n'a pas besoin, il est aujourd'hui rejeté à l'environnement. C'est un CO2 biogénique. Ça veut dire que en fait, ce CO2, il va être capté par les plantes. Les plantes vont nourrir les vaches vont faire le fumier. Ça va, encore une fois, un cercle vertueux. Ça va retourner dans le méthaniseur et on va boucler la boucle. Mais donc, on ne va pas rajouter du carbone sur la surface de la Terre. Eh bien, ce CO2, plutôt que le rejeter dans l'environnement, les nouvelles technologies montrent qu'on pourrait très bien le capter, le liquéfier et en faire un usage. Aujourd'hui, il y a du CO2 qui est utilisé dans plein d'activités. Ça peut être utilisé dans l'alimentation, c'est-à-dire qu'on peut s'en servir pour cultiver des plantes. Les plantes se nourrissent de CO2, donc on peut en apporter dans les serres. Ça peut également servir pour stocker de l'alimentation, puisque c'est un gaz neutre, mais ça peut également servir pour nettoyer des vêtements, ça peut servir pour faire ce qu'on appelle de la neige carbonique. Donc il y a plein d'usages qui sont réservés à ce fameux CO2, et s'il est biogénique, il est encore plus intéressant. Donc oui, on est sur une veille, oui, pour répondre à votre question, on suit tout ce qui se fait et qui continue à se faire sur la méthanisation. Et encore une fois, je pense qu'on n'est qu'au début de l'histoire. Merci Moritz. Une question pour vous, Akiko. Tout à l'heure, donc, vous nous avez parlé de la sécurité alimentaire, des défis effectivement quotidiens et mondiaux qui sont les nôtres. Est-ce qu'on pourrait se dire, parce que je me rappelle tout à l'heure d'une présentation, une des courbes que vous avez montrées, finalement les cours de l'alimentation avaient sensiblement augmenté bien avant la pandémie de Covid. Est-ce que les pandémies font partie des points de vigilance sur la sécurité alimentaire ? Est-ce que ça peut vraiment fortement les impacter ? Est-ce que vous les suivez de près du coup ? Oui, donc c'est une question très importante parce que c'est aussi un exemple de cette interdépendance. Tout est lié. On est dans une énorme économie circulaire. On dépend de ce qui se passe, le Covid, on dépend de ce qui se passe en Chine, on dépend de ce qui se passe en Ukraine. Et notre santé dépend aussi de la santé des animaux et de la terre. C'est ce concept de une santé, une seule santé. Donc le Covid, c'est parti d'une influence, d'une interaction entre la santé humaine et la santé des animaux. Ebola aussi. Là, il y a une grippe aviaire qui commence à se transmettre aux États-Unis aux mammifères et on ne sait pas très bien ce qui se passe parce que les données ont tendance à disparaître dans les ordinateurs auxquels plus personne n'a accès et dans des rapports qui sont caviardés. Mais c'est une seule santé, on est interdépendant chacun de ce qui se passe et on est responsable de ce qui se passe dans les autres pays et dans les autres, sur les plantes et sur les animaux. Donc c'est vraiment... toute chose est spécifique, les contextes sont spécifiques, mais il faut garder exactement ce que disait Corentin, il faut garder cette vision systémique de ce que nous faisons aujourd'hui a un impact sur ce qui se passe ailleurs et sur ce qui se passe sur la planète et sur les animaux et sur notre santé. Merci Akiko. Et du coup, dernière question pour vous, Corentin. Tout à l'heure, on en a parlé, vous avez lancé en 2024 une plateforme open source avec 1500 innovations. Ce choix de l'open source, il était évident dès le début ? Sur cette plateforme, moi, l'impression que j'ai, c'est que de manière générale, la problématique de l'adoption des outils en agriculture, il est... surtout dû au fait que les gens ne savent pas ce qui existe. Et donc du coup, le fait de donner à voir ce qui existe, déjà, c'est un premier pas vers une potentielle adoption. L'idée de cette plateforme, c'est pas de dire nécessairement il faut adopter des outils numériques, il faut aller dans cette direction-là, parce qu'il y a plein de trajectoires numériques possibles, hein. De la même manière qu'il y a plein de trajectoires agroécologiques ou plein de modèles d'agriculture, il y a plein de formes de trajectoires numériques aussi. Mais c'est juste de dire au moins, voilà, ça existe.
est-ce que ça peut me servir, est-ce que je peux en avoir besoin, et donc dans ce cas-là, je vais regarder. Et effectivement, le modèle de l'open source a été hyper important. L'idée, c'est pas du tout de faire payer les agriculteurs pour aller regarder ce qui existe, de pas du tout faire payer les entreprises pour faire apparaître leur outil. Je suis pas très fan de ces modèles-là, donc je préfère au moins on est transparent et on partage l'information. Merci Corentin, merci Moritz et merci Akiko. Je vous libère de la scène. On peut les applaudir pour ce jeu de questions-réponses. Merci à vous. Alors, mesdames et messieurs, quelques mots de conclusion, en tout cas, sur cette conférence. Donc, l'agriculture française, vous l'avez vu, est bien plus qu'un secteur économique. C'est un patrimoine vivant, une fierté nationale, une responsabilité collective. Et aujourd'hui, elle se trouve vraiment à la croisée des chemins entre la nécessité de préserver son héritage et l'urgence d'innover pour affronter les défis climatiques, économiques, sociaux. Donc, face à ces enjeux, une conviction s'impose, c'est que l'innovation n'est pas une rupture avec le passé, mais bien un moyen de le prolonger et de le transmettre. De nouvelles pratiques, des solutions technologiques, mais aussi des modèles de financement émergent, portés par des femmes et des hommes engagés. Cette conférence nous aura montré que transmettre un patrimoine, c'est aussi le réinventer. Nous remercions sincèrement nos 4 intervenants, donc Corentin, Akiko, Nicolas et Moritz. Merci à vous d'avoir répondu présent à cette conférence, en vous souhaitant donc une excellente journée et un très bon Salon international de l'agriculture. Merci messieurs, dames.